Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Institut français d'Israël. Nous sommes comme toujours très heureux de vous accueillir et naturellement d'accueillir aujourd'hui notre hôte, Laurent Seksic. Évidemment, vous vous en doutez, une discussion va s'en suivre entre Stéphanie Sophir, qui est notre responsable de livre, que je ne présente plus, que tout le monde connaît désormais, et notre auteur invité. Cher Laurent Seksic, permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Vous êtes un auteur polyvalent, romancier, dramaturge, scénariste de bande dessinée et médecin de profession. Si je commets des erreurs... Non, non, allez-y, j'aime bien écouter ma nécrologie, plus jeune que je ne devrais. Alors, je vais employer... De toute façon, moi aussi, j'ai commis des erreurs dans mon parcours, vous pouvez en commettre aussi. Je vais employer le présent, alors. Vous savez allier vos passions pour la médecine et la littérature, et vos livres, salués à la fois par la critique et par le public, mesdames et messieurs, explorent souvent les tréfonds de l'âme humaine, tout en offrant des réflexions sur la condition humaine et la société. Vous vous êtes fait connaître du grand public avec votre premier roman, Les mauvaises pensées, publié en 1999, qui a reçu le prix Viso. Mais c'est avec votre livre Les derniers jours de Stefan Zweig, en 2010, retraçant les 6 derniers mois de la vie de Stefan Zweig, que vous connaissez un succès retentissant. Près de 100 000 exemplaires vendus et traduits en 15 langues. Parmi vos autres œuvres, on compte notamment La légende des fils, paru en 2011, Le cas Edouard Einstein, en 2013, L'exercice de la médecine, en 2015, Romain Gary s'en va en guerre, en 2017, ainsi que des adaptations en bande dessinée telles que Modigliani, Prince de la Bohème, en 2014. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venu nous voir, nous rendre visite. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à profiter de cette rencontre également pour acheter ces ouvrages. Je salue la présence fidèle de la librairie du foyer parmi nous. Et puis, j'en reste là et je vous laisse la parole. Merci. La littérature me fait vivre, c'est exact. Mais il serait plus juste de dire qu'elle me fait vivre une vie obscure au-dessus du néant. Trop occupée à écrire, il me semble ne pas encore avoir vécu. C'est comme si toute ma vie, j'avais fait le mort en écrivant. Et maintenant, je vais peut-être vraiment mourir. Écrire est ma seule possibilité d'existence. J'ai besoin pour cela d'isolement, non pas comme un ermite, mais comme un mort. Écrire, en ce sens, est une mort. Et de même qu'on ne tirera pas un mort de sa tombe, on ne pourrait la nuit me retirer de ma table de travail. Laurent Seksic, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et merci infiniment d'être avec nous. Donc vous êtes ici pour ce livre, Franz Kafka ne veut pas mourir, qui parle bien entendu de Kafka, mais qui parle surtout de 3 personnes qui l'ont côtoyé et qui ont été vraiment influencées par Kafka. Robert, Dora et sa sœur Otla. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est donc un roman. La question est vaste en fait. Et en préambule, il y a un souvenir qui m'est revenu parce que là c'est très sombre en fait. Alors le livre est à la fois sombre et parfois lumineux. Mais pour commencer par une note plus joyeuse, un vendredi à 11h, il y a un souvenir qui m'est revenu quand je venais à l'Institut. C'est que la première fois que je suis venu faire une conférence en Israël, c'était à Tel Aviv, à l'hôpital d'Ichilov. Et le thème était sur ma thèse, c'est-à-dire l'extension des lésions et des cancers bronchiques en imagerie, résonance magnétique et au scanner. Et alors c'était devant une assemblée de professeurs, c'était moins sympathique qu'ici, beaucoup étaient en blues, et surtout c'était en anglais, et comme certains ici j'imagine, mon accent anglais est terrible, et ça n'a rien à voir avec Kafka, encore que on va voir qu'il y a quand même un rapport. Et donc pendant tout le voyage, j'avais appris, alors vous n'avez pas connu ça vous Stéphanie, les Walkman.
J'ai connu, je confirme. J'avais donc un Walkman pendant tout le trajet où je répétais mon texte en anglais, toute ma conférence, apprise presque par cœur en anglais, pour être à la hauteur de mes confrères, je finissais mon internat à Paris, de mes confrères médecins israéliens, devant qui j'allais officier. Et donc, je fais ma conférence donc avec des images de scanner devant l'assemblée de professeurs d'ophthalmologie ou de radiologie. Je donne tout mon texte en anglais. Et à la fin du texte, bon, il y a des applaudissements polis, et il y a un professeur de radiologie qui vient vers moi et qui me dit on n'a pas très bien compris votre texte, mais ça a l'air très intéressant. Alors là, je viens dans ma langue natale, qui est plutôt la littérature que la médecine, et qui est surtout plutôt l'anglais le français que l'anglais. Donc là, j'espère que vous me comprendrez bien. Mes souvenirs m'est venu, mais je me suis dit, j'espère que le professeur de radiologie n'est pas dans la salle. Alors que là, il était israélien qui n'aurait pas tout compris. Donc voilà, c'est juste un préambule, parce que le texte, ce que vous avez lu est en effet quelque chose d'assez noir, et pour en revenir à votre question, c'est un livre sur Kafka qui est dans la lignée, enfin je l'espère, c'est comme ça que je l'ai travaillé, des derniers jours de Stefan Zweig et du Kyle Warenstein et du Romain Gary sans la guerre. En réalité, à travers... je vous ai prévenu que je réponds par phrase interminable et j'écris par phrase courte. Avec un grand plaisir. J'écris par phrase très courte, hein, vous n'allez pas me retrouver comme ça, mais je réponds de façon interminable. Et donc j'essaye à travers mes romans, et depuis les derniers jours de Stefan Zweig, même depuis Les Mauvaises Pensées, qui avait eu le prix Vizou, qui avait été traduit en hébreu d'ailleurs, comme certains de mes romans, par mon traducteur qui est là d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, Nir, alors Nir, tu t'es caché, tu es arrivé qui est un très grand traducteur, qui est traducteur de Romain Gary, d'Émile Ajar, et qui est très timide et qui peut venir, parce que je vais faire un peu. Et alors, vous le gênez énormément, il va m'en vouloir considérablement. Mais c'est un bonheur de l'avoir là. Pour répondre à votre question, j'essaye à travers mes romans, dans le principe, pour les exofictions, le nom, c'est le nom un peu barbare de ce travail, de prendre un personnage célèbre. Alors je ne le prends pas parce qu'il est célèbre, on en reviendra. Je le prends parce qu'il est en résonance personnelle, même si ça peut être un peu présomptueux de dire que Kafka ou Zweig, mais pour revenir au préambule, ma thèse était dédiée déjà à 4 noms, indépendamment de ma famille, des professeurs, etc. Il y a 30 ans, ma thèse était dédiée à FK, SZ, RG et AC. Alors j'avais mis les initiales pour ne pas que mes professeurs de médecine voient ma passion coupable pour la littérature. Ils l'ont pas vu d'ailleurs. Et c'était donc, ma thèse était dédiée à Franz Kafka, Stefan Zweig, Romain Gary et Albert Cohen. Où il y a une cohérence dans ce parcours un peu chaotique que vous avez donné, c'est que j'aurais écrit sur Stefan Zweig, sur Romain Gary, sur Franz Kafka. Mais pas encore sur... Alors, pas sur Albert Cohen, mais j'ai écrit un roman sur mon père, qui dans mon esprit, personne ne l'a remarqué fort heureusement, était une espèce de livre de ma mère consacré à mon père. Était mon livre séfarade. C'est encore un autre sujet d'ailleurs ça. En tout cas, et je prends donc un personnage, donc pas au hasard, parce qu'il m'a permis de grandir comme il permet à tous les lecteurs et de devenir un homme en fait, autant qu'un écrivain. Le Monde d'hier, quand je l'ai lu à 20 ans, ça a changé ma conception du monde en fait. Et ça m'a changé ma conception de l'écriture. Et 30 ans plus tard, je l'ai adapté au théâtre des Mathurins, et c'était assez surprenant de voir pendant 400 représentations une salle pleine pour un texte de 500 pages que j'avais réduit à 25, et qui est Le Monde d'hier, que tout le monde a lu ici, mais c'était quand même assez troublant l'émotion qu'il y avait dans cette pièce jouée par un acteur formidable. Je me perds même dans ma réponse, mais en tout cas, au-delà de ce personnage dont j'essaye d'éclairer un pan de vie inédit. C'est-à-dire qu'à l'époque, en réalité, les derniers jours de Stefan Zweig, c'est peut-être ce qui en a fait le succès, on n'avait pas raconté
D'ailleurs, ça m'avait surpris, on n'avait pas raconté la fin de Zweig. Donc j'étais en train d'écrire ce roman, certes, en me disant, c'est incroyable que personne n'ait écrit cette histoire, qui est à la fois tellement romanesque, tellement tragique, et qui éclaire tellement une forme de destin juif. Parce que la seconde ambition, encore plus élevée sans doute, et c'est un vrai défi de ces livres, c'est à travers chacun de ces romans, Vienne pour les derniers jours de Stefan Zweig, Prague pour Franz Kafka ne veut pas mourir, Vilnius pour Romain Gary s'en va en guerre, Berlin pour le cas Edward Einstein, de dessiner la cartographie de la destruction des Juifs d'Europe, de façon romanesque. Alors c'est très ambitieux, c'est tenter d'avoir un nouveau récit et de faire, alors ça c'est extrêmement... dans l'ambition, c'est de faire le pendant romanesque du travail de Lanzmann. Et pour chacune des villes, d'éclairer pour le lecteur, là, en France j'ai pas un lectorat juif, enfin j'ai pas un lectorat juif je crois, je sais pas, mais d'éclairer de façon différente cette histoire de la destruction des Juifs d'Europe, à travers des personnages, et là Kafka pour Prague. J'ai pas du tout répondu à votre question. Kafka ne veut pas mourir. Dans l'histoire, Kafka ne veut pas mourir, puis veut mourir, puis ne veut pas mourir dans la tête justement de ces trois personnages dont je parlais et ne mourra pas, sauf pour sa pauvre sœur qui aura un destin tragique. Parlons peu à peu de ces personnes. Tout d'abord, le roman commence avec ce personnage de Robert, qui rencontre Kafka au sanatorium, où tous les deux sont soignés, Kafka et Robert. Ils se rencontrent et Robert va finir par le soigner et l'accompagner vers la mort. Et il aura toute sa vie de cesse de travailler pour pouvoir vaincre la maladie de Kafka, la tuberculose. Oui, c'est un personnage totalement... j'essaie de raconter les faits exacts et de les mettre en scène. C'est-à-dire tous les personnages ont vécu, tout leur destin est retracé de façon qui approche la vérité le plus possible. J'avais tourné pendant des années autour du personnage de Kafka, qui pour moi est l'écrivain absolu. C'est-à-dire que Zweig, c'est un peu un écrivain du 19e siècle perdu au 20e siècle. C'est ce que vous dites dans votre roman, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, je me cite, là, c'est très grave. Parce que j'ai longtemps travaillé cette phrase, en fait. Et comme vous le savez, Franz Kafka est un écrivain du 20e qui aura été prophétise le 21e. Les écrits de Kafka, le journal de Kafka, qui est un chef-d'œuvre en soi, qui est une espèce d'atelier d'écriture, les nouvelles de Kafka et les trois romans majeurs, et les trois romans de Kafka, annonce, sans l'avoir connu évidemment, puisqu'écrit entre 1910 et 1924, le nazisme, le stalinisme et aussi la société d'aujourd'hui. C'est véritablement un prophète du temps moderne autant qu'un écrivain exceptionnel. Et donc, si vous voulez, et par ailleurs, si l'on veut savoir ce qu'est un écrivain, on lit le journal de Kafka, qui est un atelier d'écriture et ce qui nous montre de l'intérieur, sans la volonté d'en montrer, puisque ce journal était destiné à être brûlé finalement, on en reparlera, ce qu'est un écrivain, ce qu'est l'écriture, ce qu'est la force de la littérature et ce qu'est son immense faiblesse. Dans ce personnage de Robert Klopstock, pour répondre enfin à votre question, en fait je tournais autour de Kafka depuis des années parce que je ne savais pas comment le prendre. Je ne pouvais pas, curieusement, comme dans le cas Edward Einstein, où je m'étais mis dans la peau du fils d'Einstein, schizophrène, d'Albert Einstein, aussi curieux que ça puisse être, et de sa femme, ou des derniers jours de Stefan Zweig, où je m'étais mis dans la peau de Zweig et de Lotte, je n'arrivais pas à me mettre dans la peau de Kafka, parce que Kafka est un continent infini, insondable. Vous êtes mis dans la peau de Robert? Voilà. Donc il y avait cette phrase qui m'avait hanté et qui est à la source de ce roman, et qui sont les derniers mots de Franz Kafka, et qui sont réellement les derniers mots de Franz Kafka. Et les derniers mots de Franz Kafka sur son lit de mort sont donc « Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Ces derniers mots qui sont kafkaïens par essence. Kafka est allongé sur son lit, qui va être son lit d'agonie. Il réclame
atteint de la tuberculose au stade terminal, qui l'empêche de boire, qui l'empêche de manger, qui l'empêche même de parler, il réclame une dernière dose de morphine pour apaiser sa douleur. Cette phrase, on la connaît parce que Max Brod, qui était le directeur de l'Abima d'ailleurs, qui est devenu le directeur du théâtre d'Abima après 45, enfin longtemps après 45, les a rapportés. Et ces mots-là, quand je dis qu'il est question de résonance à chaque fois, c'est-à-dire que je les avais en tête pour commencer ce roman, aussi parce qu'il me ramenait à étudiant en médecine, il y a bien longtemps, sur l'injonction de mon interne de l'époque et ayant 20 ans, comme Robert Klopstock, ce jeune étudiant en médecine, le héros du roman, mon interne m'avait demandé d'injecter de la morphine à un patient dont j'ignorais qu'il allait mourir par la morphine, tellement niais que j'étais à l'âge de 20 ans. Et donc cette injection et ces mots résonnaient extrêmement fortement en moi, et ça a été le début du roman, en effet, parce qu'elle s'adresse à un personnage, Robert Klopstock, qui lui a eu un destin absolument fabuleux, qui est méconnu en fait. On connaît de la légende de Kafka, parce que ces personnages sont des mythes, soit Zweig, soit Einstein, on connaît presque tous deux. On connaît Milena, bien entendu. Les lettres à Milena sont parmi ce qu'il y a de plus beau, et les correspondances de Franz Kafka sont parmi les plus belles lettres d'amour. On ne connaissait très peu Robert Klopstock, qui est un étudiant en médecine qui a rencontré Franz Kafka en 1921, 3 ans avant sa disparition, qu'il a rencontré au sanatorium, dans un sanatorium, soignant lui-même sa tuberculose. Robert Klopstock, à 20 ans et des poussières, est atteint de tuberculose, doit interrompre ses études de médecine, et ce qu'il y a de tout à fait étonnant, enfin pour moi, comme je vous dis, il faut toujours des résonances pour écrire un roman, vous avez l'habitude de parler aux romanciers ici, ou de les écouter. Robert Klopstock, un juif hongrois, était passionné de littérature. Il a même, d'ailleurs sur la fin de sa vie, traduit le procès de Franz Kafka. À 20 ans et des poussières, il rencontre Kafka alors qu'il veut devenir écrivain, dans un sanatorium, et il a une espèce de, on peut le dire, de coup de foudre amical, fraternel. Il découvre son frère, son mentor, son père, en littérature, en amitié. Il découvre Kafka, ce personnage absolument exceptionnel, et mystérieux et insondable, et Kafka lui fait lire de ses nouvelles. Robert Klopstock est comme veut apprendre avec lui, apprendre à être écrivain. Il va 3 ans plus tard, pour tenter de sauver Kafka, interrompre ses études de médecine à Budapest, et durant 1 an accompagner Kafka jusqu'à ses derniers jours dans l'illusion de le sauver. Mais pour finir de répondre à votre question, cet homme qui va recueillir les dernières paroles de Kafka tout à fait étonnantes, qui va lui implorer de le tuer finalement, va devenir, auprès d'un périple que vous avez lu et qui est totalement invraisemblable, un romancier n'aurait pas pu inventer. Périple où intervient en plus des personnages incroyables. Je ne sais pas si vous voulez le révéler ou pas. C'est-à-dire que, en écrivant ce roman, je découvre que ce personnage, qui a un peu, vous l'avez compris, un alter ego rêvé, c'est-à-dire que cet étudiant en médecine qui veut devenir écrivain, c'était moi, c'est toujours moi d'ailleurs, j'ai l'impression, va avoir la vie sauve en rencontrant Stefan Zweig et en rencontrant Albert Einstein. Il va avoir la vie sauve, il va pouvoir partir d'Europe parce qu'il a écrit à Einstein et que Einstein lui a répondu. Et parce qu'il a rencontré Franz Kafka. Ce périple va se terminer à New York, donc c'est aussi l'histoire de ce périple, comme vous l'avez dit, va se terminer à New York, où cet homme qui a tenté de sauver Kafka à 20 ans, atteint de tuberculose lui-même, et Kafka malade de tuberculose, va devenir un des plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie thoracique de la tuberculose. Ce qui est un des stades dont on trouverait que c'est une bluette si on le portait à l'écran sans dire que c'est la réalité. Donc ce type va devenir à Brooklyn le professeur Klopstock, à la fois chirurgien, comme si
comme si inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, il avait voulu réparer sa faute de ne pas avoir sauvé Kafka et intervenait sur les tuberculoses laryngées, qui était sa spécialité, pour sauver des centaines de personnes à Brooklyn et ailleurs, et va devenir également le traducteur du procès en hongrois. Ce qui est un destin au prix d'une péripétie qui traverse complètement le monde de la médecine, le monde de la littérature, puisque Kafka va lui offrir les droits de ses romans en hongrois. Et donc, c'est aussi l'histoire de la façon dont la rencontre avec Kafka peut illuminer un pan de vie avec Klopstock. Non seulement illuminer, mais il lui a sauvé la vie, parce qu'il a connu Kafka, il a pu rentrer en contact avec Thomas Mann et ensuite écrire à Einstein pour aller aux États-Unis et fuir le nazisme. Une autre personne qui a été sauvée parce qu'elle a connu Kafka, et en l'occurrence elle a été mariée avec lui, c'est Dora. Alors Milena on connaît par les lettres. Kafka, avant Dora, a annulé 2 fois ses fiançailles, enfin son mariage, et il finit par se mettre avec Dora et épouser Dora vers la fin de sa vie. Dora qui a eu un destin aussi assez incroyable. Oui, si vous voulez, le roman donc part de la mort de Kafka et suit les destinées des dernières personnes à avoir vu Kafka en vie. Ce qui va permettre d'expliquer aussi et d'éclairer l'œuvre de Kafka, qui est le projet du livre aussi. Dora a eu un destin totalement lumineux, comme celui de Klopstock d'ailleurs, à la différence de celui de la sœur de Kafka, l'autre personnage de ce livre. C'est qu'elle va, après la mort de Kafka, Dora est, et vous l'avez dit, la seule personne avec qui Franz Kafka ait pu quitter Prague et ait pu vivre avec une femme. C'est-à-dire qu'elle a été plus forte quelque part que Milena, que Felice, dont on connaît la correspondance de Kafka avec Felice, c'est un chef-d'œuvre en soi. Aussi d'ailleurs, ce sont parmi les plus belles lettres d'amour, mais on voit quand même quelqu'un d'assez manipulateur. Dans les lettres, il faut dire la correspondance de Kafka qui est parue dans la Pléiade, c'est quand même quelque chose sur... Ce n'était pas un grand amoureux, Franz Kafka. Et on voit on ne pourrait pas parler d'emprise, mais quelqu'un qui à la fois refuse le mariage et puis ne veut pas perdre Felice, qui est à Berlin, d'une famille juive allemande assez riche. Et en effet, il va aller à Berlin se fiancer avec ses parents, d'ailleurs, avec son père. On parlera après du père de Kafka. Et il va rompre ses fiançailles à Berlin, dans ce qu'il va appeler le tribunal, et ce qui va donner lieu au procès. C'est-à-dire que le procès est quelque part la traduction de rupture de fiançailles, ce qui dit le génie de Kafka. Bonjour. Alors, je trouve que c'est un peu gênant. D'accord. Mais c'est un plaisir aussi. Donc, Dora a eu un destin proprement fabuleux, c'est-à-dire que elle va se marier des années plus tard avec un des dirigeants du Parti communiste allemand. Et dès 1933, ce dirigeant-là, qui est un des grands dirigeants trotskistes du KPD, va être interné par les nazis, va être déporté à Dachau, parmi les premiers, comme tous les communistes juifs allemands d'ailleurs. Et Dora avait avec elle 2 choses à Berlin et durant toute sa vie. La première chose, c'est la brosse avec laquelle elle a coiffé Kafka sur son lit de mort, qui est l'unique, l'un des 2 objets que l'on a gardé de Kafka. Je tiens juste à dire que cette petite brosse de rien du tout, c'est un objet qui apporte une émotion, je ne vais pas dévoiler la fin, mais une émotion tout au long du roman, magnifique, terrible. Ah oui, non, mais c'est vrai que je souris avec ce livre, mais il y a un peu d'émotion dedans, ça me fait plaisir que vous le disiez. Et c'est vrai que cette brosse, alors je peux donner la fin, parce qu'en fait, ce qui importe dans un roman, c'est le style, en fait, me semble-t-il. Enfin, l'histoire est importante, non, mais le style est quand même... et donc, c'est la manière de raconter, disons, plus que le style. Et donc, elle a cette brosse avec elle, en 1924. Elle pense ne pas se remettre de la mort de Kafka, elle va s'en remettre.
mais pas réellement d'ailleurs. Et cette brosse va l'accompagner, c'est la brosse de Kafka, va l'accompagner d'abord à Berlin, où elle a également porté avec elle une valise de textes de Kafka, de récits, de pièces de théâtre, de nouvelles, qui vont, un matin de juin 1933, à la suite d'une perquisition de la Gestapo, être volées par les agents de la Gestapo et être perdues à jamais. Elle s'en voudra toute sa vie d'ailleurs, d'avoir pris ces textes, qu'elle n'a pas voulu donner à Max Brod, qui lui avait recueilli la majeure partie des textes de Kafka, et on en parlera après d'ailleurs, parce que c'est un sujet en soi. Et donc elle a involontairement évidemment perdu une partie de l'œuvre de Kafka. Cette brosse, elle l'a conservée. Son mari va être, au départ on libérait encore de Dachau, va être libéré, et ils vont partir à Moscou, croyant découvrir le paradis socialiste. Et oui, malheureusement, ils ont des ferries jaunes. Quelques mois après qu'ils aient été accueillis, d'ailleurs, au départ en héros à Moscou, découvrant le théâtre, notamment elle qui se voulait actrice, qui avait été actrice, d'ailleurs, la dernière femme de Kafka, son mari va être interné et déporté en Sibérie, comme la plupart des dirigeants juifs du KPD, du Parti communiste allemand de l'époque, trotskiste, accusé de trotskisme, qui était trotskiste pour la plupart d'ailleurs aussi. Elle-même va être interrogée par le NKVD, le FSB de l'époque, et va réussir à fuir Moscou. Peut-être qu'on fasse une petite parenthèse sur ça, parce que ça c'est assez hallucinant cette partie-là. C'est qu'on a l'impression, donc elle arrive à Moscou, elle est tellement heureuse, tellement fière qu'elle serait même prête à baiser les pieds d'un Russe parce qu'elle est en Russie, qu'elle est fière, qu'elle se sent libre. Elle arrive complètement naïve, puis peu à peu elle se fait interroger par les officiers de l'URSS, de Staline, et le dernier interrogatoire où clairement elle va se faire déporter en Sibérie, elle tombe sur un interrogateur qui d'abord veut l'interroger sur Franz Kafka, qui pour lui est un des motifs pour lesquels il va aller en Sibérie, et il lui dit « Parle-moi de ce Kafka qui clairement est un auteur bourgeois ». Et grâce à Kafka, grâce à ce moment qui moi m'a fait penser au livre Le Procès de Kafka, c'est clairement ça, elle lui explique ce livre-là, et elle retourne totalement l'interrogateur qui en arrive à dire que Kafka est un auteur digne des plus grands auteurs staliniens et socialistes, et il lui dit de se sauver, et il la sauve. C'est incroyable. C'était la partie la plus jubilatoire à écrire en réalité. Et en effet, c'était l'intervention quelque part de Kafka et de la fiction dans un roman sur Kafka, basé sur la vérité des faits. Donc c'était quelque chose qui est difficile d'expliquer comme ça, parce que c'était évidemment des mois de travail d'écriture sur cette scène-là, qui reprend d'ailleurs une scène de l'exercice de la médecine, un roman antérieur. Moi j'adore ces espèces de procès, et puis les agents du NKVD staliniens sont des personnages de fiction qui offrent pour un romancier des ressources inestimables. Et donc en effet c'est une partie assez drôle d'ailleurs du livre, et donc en effet Dora va parvenir à quitter Moscou et va vivre un événement qui est assez méconnu, alors qu'on a l'impression évidemment qu'on travaille sur cette période. Moi ça fait 20 ans que je travaille sur cette période, j'ai l'impression de tout connaître. En réalité j'ai l'impression de ne rien connaître, puisque, alors certains en auront entendu parler, mais Dora va être une des victimes de cela. Dora va être parvenant à arriver en Angleterre, après avoir été interdite d'entrer en Suisse, comme de nombreux juifs en exil, va arriver en Angleterre et va être, comme Stefan Zweig d'ailleurs, à peu près à la même époque, classé en étranger indésirable. Alien ennemi. Stefan Zweig était un alien ennemi, était un ennemi de la couronne britannique, vu du point de vue... Parce que allemand. Parce qu'allemand.
parce qu'autrichien, mais parce qu'autrichien, donc, en fait, mais ça paraît totalement lunaire. Mais donc, Stefan Zweig, lorsqu'il va prononcer l'homélie de Sigmund Freud, va devoir demander l'autorisation de quitter sa ville, comme la plupart des juifs allemands. Et Stefan Zweig était classé alien indésirable, classe C. Alors que la classe de Dora était la classe D, qui était plus grave encore que celle de Stefan Zweig. Elle était suspecte d'espionnage. Parce que classe C n'était pas parqué, par contre Voilà. A et B comme Dora étaient parqués en Irlande. Absolument, à partir de 1941, on a... Alors c'est assez méconnu, et moi j'ai essayé justement de le développer dans le livre, sous forme romanesque aussi, hein, ce n'est pas un essai, parce que je ne suis pas essayiste. Dora Diamant va être déportée par les Anglais à l'île de Man en 1942, comme 75 000 juifs allemands. C'est un épisode sur lequel les Anglais ne s'étendent pas. Totalement méconnu en Voilà. ce qui me concerne. Et qui a réellement existé. Alors moi j'y consacre un long chapitre. Alors ce n'est pas un camp de concentration comme les camps de concentration allemands ou nazis, puisqu'on dit nazis maintenant. Mais c'était un vrai camp. Il y avait des barbelés qui séparaient les hommes et les femmes. Les femmes étaient au sud de l'île, les hommes au nord. Les hommes vivaient dans des conditions assez redoutables. Et donc, voilà, l'Angleterre, quand même, la traversée jusqu'à l'île de Man était terrible. Femmes et enfants, 35 000, 30 000 juives allemandes dans un bateau avec leurs enfants, dans des conditions terribles. Et donc il y a cet épisode assez méconnu, dont elle va se tirer, comme vous l'aviez dit. Encore sauvée par Zweig. Par Kafka, pardon. Non, mais elle va réussir, alors il faudra évidemment pas tout développer, mais elle va être sortie de cette déportation, qui en est, pour elle était plus douce. Encore une fois, je ne veux pas dire que les Anglais ne sont pas comportés comme des nazis. Mais grâce par le fait qu'elle connaissait Kafka. Et toujours avec sa brosse et sa fille. Et ce qui est étonnant, enfin, c'est qu'elle a réalisé le rêve de Kafka sur la fin de sa vie était de partir ouvrir. Alors ça peut être surprenant, moi-même ça me surprend beaucoup et ça fait sourire. Était d'ouvrir un restaurant à Tel Aviv. Alors il y a beaucoup de monde. Alors, on voit mal Kafka derrière les fourneaux. Entre nous, on a échappé à quelque chose. Ça aurait été Dora, en fait. Voilà, c'est ça. Mais il avait une relation très ambivalente avec le sionisme. Il était très anti-sioniste à 20 ans, contrairement à Max Brod, qui était un sioniste de tous les âges de sa vie. Donc très opposé. Kafka était socialiste, on le sait peu, était un socialiste non pas engagé dans un mouvement, parce qu'il était avant tout solitaire, dès l'âge de 20 ans évidemment. Mais en tout cas engagé dans le progressisme. Moi, c'est aussi, c'est une parenthèse, ces voix juives que j'essaye de faire entendre aujourd'hui. On entend beaucoup de voix juives. Moi, j'essaye de faire entendre à travers Zweig, à travers Einstein, à travers Gary et à travers Kafka, des voix juives universalistes et progressistes. On me le reproche parfois, mais ce sont des sons qu'on n'entend plus. Cette parenthèse étant fermée, qu'on entend moins. Cette parenthèse étant fermée, en France en tout cas. En Israël aussi. Alors, cette parenthèse étant définitivement fermée, j'ai du mal à fermer les parenthèses. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Et donc, où en est-elle avec Dora? Il rêvait d'ouvrir ce restaurant à Tel Aviv, et chose plus surprenante, qui en dit beaucoup sur l'intelligence de la langue de Kafka, c'est que Kafka, les 3 dernières années de sa vie, et encore plus depuis qu'il a rencontré Dora, qui était une juive polonaise de Bedzin, dont le père était aussi tyrannique que le père de Kafka. C'est la rencontre de deux êtres perdus et tyrannisés par leur père, Dora et Franz. En tout cas, il s'est mis à apprendre l'hébreu dès 1921. Et ce qui est assez troublant, il avait un professeur d'hébreu à Berlin durant la dernière année de sa vie. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'à la fin de sa vie, il lisait des romans en hébreu. Ce qui est quand même assez... ce qui en dit sur l'intelligence de la langue, en réalité. Comme Zweig, d'ailleurs, comme Gary, ce sont des gens qui passaient d'une langue à l'autre, et
C'est la clé, je ne sais pas. Ah d'accord, c'est autre chose. Et donc, il lisait des romans en hébreu. Et il y avait de grands auteurs. Moi, il y a un auteur qui m'est vraiment cher, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent sans doute, qui est David Fogel, qui est un auteur israélien, qui est mort car il a été déporté pendant la guerre, et qui écrivait en hébreu et qui a écrit des romans exceptionnels. Romances viennoises. Il y a plein de bruit chez vous. Je ne sais pas comment est la cuisine, mais c'est très bruyant. Mais David Fogel est vraiment un roman que je vous conseille. J'aimerais bien le lire en hébreu. Tu as lu Fogel, Nir? Je suis désolé de te réveiller, mais Fogel, tu as lu en hébreu ou pour toi, c'est un auteur. Ouais. Donc vraiment, je vois en français romance viennoise, c'est vraiment un roman exceptionnel. En mercredi, absolument. D'ailleurs, un des passages, ce livre repose sur une bibliographie et des recherches, comme vous l'imaginez, on est cité 5 ans de travail, mais il y a un livre qui s'appelle Le Sanatorium de David Fogel, qui est vraiment, qui est extrêmement, qui est le pendant de La Montagne Magique de Thomas Mann. Toujours est-il que cette brosse-là, elle va permettre à Dora de réaliser en partie le rêve de Kafka, dans la mesure où elle va porter à la fin de sa vie, en 1955, cette brosse dans un kibboutz en Israël. Et donc cette brosse, qui est aujourd'hui en Israël encore, plus dans ce kibboutz-là, puisqu'on a demandé, il n'y est plus, est un des deux objets que l'on possède de Kafka. Et donc en effet, moi c'est ce qui m'avait terriblement ému, c'est l'histoire de cette brosse. Au départ je voulais l'appeler la brosse de Kafka, le roman, mais Antoine Gallimard n'a pas voulu, et il a sans doute eu raison. Et donc cette brosse incarne un parcours, une vie, un amour, une passion, une éternité, et vraiment poignante pour moi. Vous parliez de cette malle dans laquelle Dora avait gardé tous ses documents, ses écrits de Kafka. On n'a jamais retrouvé des éléments de cette malle, les nazis l'ont détruite a priori. Alors, il y a toujours des... Alors, vous savez, dès qu'on s'attaque à Kafka, il y a Watzfeg, il y a des kafkaïologues, donc il y a des spécialistes, enfin des ultra-spécialistes de Kafka. Moi, j'ai eu la chance que ce livre soit relu par un des plus éminents, qui est Jean-Pierre Lefebvre, qui est le directeur de la Pléiade Kafka. Et c'était en soi une aventure d'ailleurs qu'il lise ce livre, qu'il publie la Pléiade et qu'il me la note et qu'il me donne des... Il m'a notamment dit quelque chose que j'ignorais, qui était l'intensité du regard bleu de Kafka. Du regard bleu-gris de Kafka. Et pour Jean-Pierre Lefebvre, qui est un des plus grands connaisseurs de Kafka, je pense, en Europe en tout cas, ouais, il m'a dit la beauté physique de Kafka et de ce regard bleu-gris qui a séduit Dora, qui a séduit Felice, qui a séduit Milena, et comme on a évidemment que des photos en noir et blanc, on mesure mal, enfin en tout cas il me l'a appris, la beauté physique et outre le charisme gigantesque qu'on peut appréhender et imaginer, la beauté physique de cet homme, qui sur la fin de sa vie, avec ses 1m80, ne pesait que 40 kg dans le sanatorium où il est disparu. Où en étions-nous? Donc on parlait de cette malle. Ah oui, la malle. Alors, les kafkaïologues espèrent encore, un jour, que l'on retrouvera... Parce qu'en fait, les nazis ne brûlaient pas, ils brûlaient les livres, mais ils ne brûlaient pas les documents administratifs. Et donc, Kafka, les écrits de Kafka n'ont pas été brûlés dans le premier autodafé du 10 mai 1933 à Berlin et de ceux qui ont suivi dans toutes les villes d'Allemagne, parce qu'il n'était pas encore assez connu pour être interdit et pour être classé comme un écrivain juif indésirable. Il l'a été en 1935, au prix d'ailleurs lorsque la revue juive dont je parle dans le livre avec un préambule de Walter Benjamin
grand connaisseur de Kafka, fait connaître Kafka, et quand les éditions Schocken ont publié Kafka, peu de temps après qu'il soit interdit. Donc il a eu l'honneur d'être interdit par les nazis en 1935. Donc on espère encore, moi je ne crois pas beaucoup, mais certains espèrent encore retrouver, qui sait, à Moscou, puisque les soviétiques ont quand même pris beaucoup de documents, retrouver encore on retrouve sans cesse des documents signés de la main de Kafka. On parlait de brûler les documents. Max Brod retrouve dans le bureau de Kafka un testament qui lui est adressé directement et qui lui demande de brûler tous les documents qu'il trouvera chez lui, tous les livres, tout, sauf 4 romans, il me semble. Vous pouvez nous en dire plus? C'est absolument... Enfin, je ne révèle rien là, mais je l'éclaire sous forme romanesque. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai écrit l'adaptation théâtrale pour la radio et pour France Inter. Donc il y a un podcast qui a été joué par des acteurs de France Inter et de Radio France, qui est sur le site de Radio France, qui est très très bien joué et qui raconte ce passage du livre et le passage de cette histoire. Le podcast sur Radio France, ça a été diffusé il y a 15 jours sur France Inter. Comment s'appelle le podcast? C'est dans Autant en emporte l'histoire, et c'est la mort de Franz Kafka, par Laurent Sexy. C'est un plaisir de dire ça ici. Et donc, c'est vraiment très bien joué, très bien mis en scène en réalité. Et ce passage est totalement, évidemment exact, parce qu'on ne peut pas inventer cela. Mais en allant, après la mort de Kafka, sur l'injection du père de Kafka, dont nous allons peut-être parler, Max Brod a été cherché dans le bureau de l'Office des assurances où travaillait Kafka. En fait, Kafka était un agent d'assurance, d'une certaine manière. C'est un très bon officier, il était très bon dans son métier, qu'il détestait absolument, qui était un obstacle à la littérature, qui était un obstacle à l'écriture. Il semblait qu'il écrivait divinement bien aussi dans ce domaine-là. Absolument. On a donc dans la Pléiade, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver, on a des articles de Kafka sur les assurances, où il témoigne d'ailleurs de son progressisme, c'est-à-dire que tout son souhait, dans ces articles extrêmement techniques, dont je révèle juste une partie, sous forme romanesque, mais il souhaitait que l'on atténue la difficulté des conditions de travail des ouvriers du bois notamment via la compagnie d'assurance. Donc même dans ces articles-là, il y avait une intention, non pas idéologique, mais en tout cas une intention presque sociale. Et Max Brod va donc débarrasser à la mort de Kafka les placards et les armoires des documents qu'avait laissé Kafka, puisque Kafka, jusqu'à la fin de sa vie, travaillera, même si il aura des congés pour aller dans ses sanatoriums, mais il avait encore son bureau à l'Office des assurances, c'était la plus grande office d'assurance d'Autriche-Hongrie de l'époque, et de Tchécoslovaquie pour la suite. Et dans ce bureau, il va y avoir à la fois le plus merveilleux des trésors, c'est-à-dire qu'en ouvrant des placards qui devaient être débarrassés et vidés d'ailleurs par un agent, il va découvrir des dizaines de nouvelles, de récits et de textes de Franz Kafka. Imaginez la surprise de cet homme qui a voué une partie de sa vie. Max Brod était romancier aussi, c'était pas un grand romancier, on ne peut pas dire que Max Brod était un grand romancier. Je ne sais pas s'il a été un très grand directeur de théâtre à Abima, mais enfin il a été presque à l'origine du théâtre en tout cas. Mais en tout cas, il a voué sa vie à faire connaître Kafka, et donc il l'a connu à 18 ans, 18-20 ans, et donc il va découvrir là, donc j'essaie de mettre en scène cette scène, des dizaines de nouvelles, de récits, de pièces de théâtre, peut-être pas de pièces de théâtre qui ont été brûlées, mais de récits de Franz Kafka. En ouvrant un tiroir, il va découvrir une lettre qui lui est adressée à Max Brod. Et dans cette lettre, comme vous l'avez dit, Kafka lui ordonne de brûler la majeure partie de ce qu'il a écrit. Ce qui est absolument... ce qui en fait un écrivain
pour moi l'écrivain absolu, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les écrivains, enfin en tout cas une partie des écrivains ont un rapport avec leur œuvre. Kafka, c'est peut-être le paroxysme de tout cela, enfin, en tout cas, pour moi, par exemple, là je parle d'un roman qui pour moi est derrière moi, mais vraiment derrière moi, c'est-à-dire qu'un roman qui est paru, et pour moi comme un oiseau, pas comme un oiseau mort, mais quelque chose qui est du passé, et j'ai pas l'impression de l'avoir écrit. Là j'essaie de me souvenir de ce que j'ai écrit, parce que je suis déjà dans l'adaptation théâtrale du roman, et dans le prochain roman, sur Freud, et donc il y a un rapport à ce qui importe, mais je pense pour tout, enfin les écrivains sont aussi des artistes, pour tout artiste, on se moque de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est même gêné de ce qu'on a fait. Et ce qui importe, c'est ce qu'on est capable de faire. Ce qui importe, c'est le livre à venir. Blanchot l'a écrit mieux que moi. Mais Kafka, c'est encore au-delà, c'est-à-dire que le but d'un écrivain, c'est me semble-t-il, de faire mieux. C'est-à-dire que c'est pas de l'humilité, parce que les écrivains, ce que vous recevez, ne sont pas du tout humbles. En réalité, il faut le dire, hein, il faut avoir un brin de mégalomanie pour écrire un livre. Enfin, pour tous les écrivains, sont là, ils imaginent qu'il manque un livre dans la grande bibliothèque du monde, c'est absurde. Bon, mon père me disait, ben voilà ta place, alors ça vient peut-être de là, c'est entre, alors le S, il sera entre Philippe Roth et Stéphane Zweig, il y a une place de libre, c'est la tienne. Bon. Et ton intérêt près d'âge d'homme. Et c'est pas lié à ça d'ailleurs. Mais donc, et pour Franz Kafka, il avait une telle exigence littéraire, un tel souci de la perfection littéraire, qu'il souhaitait brûler tout, sauf 4 nouvelles. Ce sont plutôt des nouvelles que les romans. Il voulait brûler les romans. C'est-à-dire que les romans étaient voués à la destruction. Bien heureusement, Max Brod a trahi Kafka, a trahi son meilleur ami. Et donc, il y a en effet un passage du livre où il y a un dialogue qui s'interroge sur ce qu'est la trahison. C'est-à-dire comment être fidèle à quelqu'un en le trahissant. Ça veut dire que l'Amérique, le château, et il me semble aussi le procès, mais j'en suis pas sûre, aurait dû être brûlé. Aurait dû être brûlé. Pour Kafka, il ne méritait pas d'être publié. D'ailleurs, pour 2 d'entre eux, le château et l'Amérique, ils ne sont pas finis. Donc, vous pouvez s'interroger sur le fait, et d'ailleurs aussi, Max Brod, quand il a publié pour la première fois Kafka, a expurgé le journal, qui est aussi une œuvre en soi, qui n'était pas destiné à être publié, encore moins que les autres, de tout ce qui pouvait gêner à la fois les vivants, la sœur, la famille, les proches, tous ceux que... Kafka n'était pas tendre avec ses contemporains, il ne faut pas avoir une image angélique de Kafka. Donc, toutes les allusions à connotation sexuelle que recelait le journal, qui était quelque chose de très personnel, qui ont été gommées par Max Brod lors des premières parutions et qui ont été d'ailleurs révélées il y a assez peu de temps. En tout cas, et c'est ce qui est absolument fascinant, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, alors je ne pense pas que ce sont les kafkaïologues, qui reprochent à Max Brod d'avoir trahi Kafka. Ce qui paraît totalement absurde. On ne connaîtrait pas évidemment le nom de Kafka si Max Brod ne l'avait pas trahi en voulant lui être fidèle. Il y a un 3e personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est sa sœur, Otla. Sa sœur qui, elle, pour le coup, a eu vraiment un destin tragique. Sa sœur et, par extension, sa famille. Et sa relation avec son père, justement, on parlait de son père. Figure presque destructrice pour le fils, j'ai l'impression. Parlons d'abord d'Otla. Otla, sœur adorée, qui adorait son frère et qui malheureusement a terminé dans les camps accompagnant une centaine d'enfants déportés. Parlez-nous d'elle. Oui, alors Otla c'est un personnage, finalement les 2 autres personnages sont assez lumineux dans leur destin. Otla c'est une autre partie d'un destin juif.
qui a été malheureusement l'un des plus communs pour cette époque, au-delà de s'est jamais remise de la mort de Kafka. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son frère, en réalité. Elle avait un mariage assez malheureux elle, en réalité, et vous avez raison de faire le lien avec son père, au-delà du lien familial, c'est que Hautela était le rempart de Franz Kafka à l'égard de son père. Son père, et on en discutait hier, son père était en effet quelqu'un qui a une image de père tyrannique. Lorsqu'on lit la lettre au père, ce que je vous recommande de faire, qui est un des objets du roman. Lettre au père qui ne sera jamais lue par le père. Voilà, qui ne sera jamais communiquée par la mère au père. C'est une supplique d'un fils, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire cette lettre au père sans verser des larmes. C'est une supplique d'un fils pour à la fois se faire aimer de son père, un fils qui a 35 ans, et en même temps pour régler ses comptes avec lui. C'est d'une violence inouïe et c'est extrêmement poignant. Kafka l'écrit, le donne à sa mère pour qu'elle le remette à son père, et la mère ne le remettra jamais. En effet, c'est aussi une des histoires du livre. Cette lettre au père donc a été lue par Hautela, et Hautela, comme je le disais, était un obstacle, faisait rempart entre les deux. C'est-à-dire que Hautela avait les défauts et les qualités du père, quelque part, pas la brutalité, mais la force du père qui manquait à Kafka. Ce qui est intéressant dans la figure du père, moi je tourne beaucoup autour des figures paternelles dans mes romans. Le cas d'Edward Einstein, c'est comment Einstein a abandonné son fils schizophrène et n'a pas pu, lui qui s'était opposé à tout, qui avait eu la force de résister au nazisme, au macartisme, n'a pas pu affronter son fils et la schizophrénie de son fils. Comme la plupart des pères, lorsque leur fils est atteint de schizophrénie d'ailleurs. La légende des fils, on l'a évoqué, c'est l'histoire d'une relation père-fils. Chaque écrivain a plusieurs sujets de prédilection, mais il n'y a pas que les juifs et que l'histoire juive, il n'y a pas que les grands personnages, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi ce rapport père-fils qui est déterminant dans mon travail. Alors, ce qui est intéressant avec le père de Kafka, quand on lit la lettre au père, ou quand on lit les correspondances de Kafka, c'est à la fois le ressentiment de Franz Kafka pour son père qui était capable, lorsque Franz Kafka lui a amené pour la première fois une nouvelle qu'il lui avait dédiée, et qui paraîtra d'ailleurs, le verdict, a été capable de dire « Pose ça sur ma table de chevet, je vais y jeter un coup d'œil ». En même temps, pour ceux qui écrivent, ce n'est pas totalement surprenant, c'est-à-dire que tous nos proches ont pu dire ce genre de propos, ne mesurant pas combien on mettait de sa vie dans un texte. Qui plus est, le père a dû être extrêmement surpris parce que la nouvelle que lui proposait Kafka était une nouvelle extrêmement à charge contre lui, sous forme romanesque. Ce qui est beaucoup plus intéressant chez Kafka, c'est qu'en réalité, son père est à la fois tyrannique, mais pour moi l'incarnation d'un père juif. Pourquoi? Là, je vais devoir m'allonger, mais c'est la figure du père juif. Alors là, je parle en tant que fils juif et que père juif. Mais moi, j'ai l'impression d'y reconnaître mon père, et j'ai l'impression de me reconnaître aussi dans ce qu'il y a de pire chez le père de Kafka. Alors, je ne dis pas que tous les pères juifs sont comme lui, mais je pense que c'est aussi une figure. Il y a la figure de la mère juive, incarnée à tort ou à travers, d'ailleurs, Philippe Roth, Romain Gary, etc. La figure du père juif est moins étudiée, mais il y a dans cette rectitude, cette sévérité, cette tyrannie, que l'on peut aussi voir de façon plus indulgente, comme un souci de transmettre, comme le poids du respect de la tradition, comme le devoir d'inculquer à ses enfants quelque chose auquel on ne croit pas. En arrivant à inculquer une coquille vide, à faire du judaïsme une coquille vide, comme le faisait Kafka, comme le faisait le père de Kafka, c'est-à-dire que Kafka a fait sa bar mitzvah sans évidemment comprendre ce qu'il ne faisait, sans évidemment, mais avec un Dieu auquel il ne croyait pas et auquel ne croyait pas son père, qu'il retrouvait à la synagogue le jour de Yom Kippour. Donc il y a une incarnation du père juif
dans ce qu'est la transmission aujourd'hui du judaïsme, peut-être en diaspora, peut-être en Israël d'ailleurs, et cette sévérité qui est aussi, pour les filles, je pense que c'est pareil, en fait, c'est la relation Kafka et avec son père, c'est aussi une relation père-fille. Je me sens qu'elle est du même ordre. Tout est commandé par le devoir. Ce qui est intéressant, au-delà de l'anathème qu'on peut porter contre le père de Kafka, et dans la lettre au père, c'est une lettre de vengeance. C'est terrible le courage de Franz Kafka dans cette lettre, et la fin poignante de cette lettre. Parce que Kafka sait qu'il va mourir. Kafka sait qu'il va mourir avant son père, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses. Et donc il y a, je trouve, une forme d'incarnation dans ce qu'il y a de pire sans doute, mais on peut essayer aussi de comprendre ce qui pèse sur le père et d'en faire quelqu'un d'humain malgré tout. Comme tout le monde, interdisant à Kafka l'accès au monde artistique parce que redoutant qu'il devienne un artiste et préférant qu'il soit un agent d'assurance. Mais il y a des pères qui préféraient un médecin, un écrivain. La plupart des gens, socialement, il est plus contenu. Donc, ce n'est pas un monstre, le père de Kafka. La mère aussi, enfin, vous développez peu son histoire, mais quand Kafka amène la lettre au père, elle lui promet qu'elle va lui donner. Et puis, elle la pose aussi, et elle dit à sa fille, prends ça avant que ton père tombe dessus. Il y a quelque chose aussi de terrible, parce que c'est pas quelque chose de frontal, mais c'est pire encore, c'est une défection en fait. La triangulation familiale entre la mère, le père et Franz Kafka est en effet un film, une pièce de théâtre, un roman. Il y aura encore beaucoup à dire sur la mère, qui est plus lucide, mais qui est dans le camp du père. Ce que va lui reprocher Franz Kafka. Et donc, cette lettre en soi, on pourrait en parler pendant des heures encore, mais c'est la source de... C'est l'image d'une famille malheureuse aussi. Mais malheureuse dans un contexte où, en ce début du XXe siècle, ils sont opposés à une vague d'antisémitisme terrible, que l'affaire Ilsner, qui touche la Tchécoslovaquie en 1910, est pire que l'affaire Dreyfus. Et que le magasin de Kafka, du père, va être épargné de cette espèce de pogrom qui aura lieu à Prague en 1910. Donc il faut aussi s'imaginer, voilà, la situation n'est pas celle rêvée qu'on peut connaître en Autriche ou même qu'on peut connaître à Berlin. Laurent Sexic, vous avez 3 de vos livres qui ont été traduits en hébreu par un certain Nir. Oui, il n'en pas traduit tous les 3, mais il en a traduit un. Oui. Raskowski. On avait une surprise pour oui, on a une surprise. On sait que ça va te gêner. Oui, non, alors on voulait te poser une question. Enfin, pour être sincère, je voulais te poser une question. Je m'abrite derrière cette question. C'est quelle est, qui pourrait intéresser, qui m'intéresse moi en premier lieu, alors ça va te faire travailler et réfléchir juste une petite seconde. Mais quels sont... Je t'avais posé la question, mais on n'avait pas... Alors on ne va pas développer ça, mais finalement, qu'est-ce que... alors, ne prenez pas ça comme quelque chose de présomptueux, mais qu'est-ce que c'est que de traduire un de mes livres? Quelles sont les difficultés de traduction et comment est ma langue, en fait, par rapport à l'hébreu? Oui, oui. Non, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on parle de ce roman et des derniers jours de Zweig que tu avais traduit, mais en fait, ça va te paraître stupide, mais je voulais savoir quel était mon style. Et je pense qu'un traducteur connaît mieux le style que l'auteur en réalité, parce qu'il est confronté au devoir de le traduire en hébreu. Ne prends pas ça comme un piège, alors que dirais-je, non, d'abord c'est un grand plaisir de traduire Laurent Sexic. Ça je dois dire, ce n'est pas pour tous les auteurs. Parfois il y a des livres que je traduis qui ne sont pas de plaisir du tout, mais là avec Laurent c'était vraiment bien. Et pour ton style, je pense qu'il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment le dire en français, ça coule très bien. Oui, c'est vrai, c'est fluide, voilà, c'est fluide. Et donc là, c'est le défi en fait, en te traduisant, c'était de conserver cette fluidité en hébreu, pour que ça ne sente pas la traduction. Oui. Mais je pense que ça se lit très facilement en hébreu. Voilà, que ça donne. Il y a, là, comme tu as dit, tu écris en des phrases très courtes. Non, il faut garder ça, parce que voilà, parfois les traducteurs ont tendance
à essayer je sais pas, de changer, d'améliorer, je sais pas. Et là, il fallait vraiment garder ton style. Ah oui, on développera peut-être en... Donc c'est intéressant parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, hein, les auteurs ne sont pas du tout... sont pas vraiment en contact avec leur traduction et ne savent pas d'ailleurs... en anglais, on peut comprendre, mais moi j'ai pas assez de notions en hébreu pour... même si j'ai entièrement confiance à Nir. Mais voilà, donc merci beaucoup pour cette embuscade auquel tu t'es prêté si amicalement. Et toi, qu'est-ce que ça te fait pour les traductions? Ah, les traductions, c'est un... Oui, pardon, Parce que Kafka, c'est un roman tchécoslovaque. Ah oui. Quand tu as travaillé sur Einstein et tout, c'est aussi des traductions. Donc, quelle est toi ton approche vis-à-vis des traductions sur lesquelles tu travailles? Ah oui, alors c'est intéressant ça, parce que c'est un vrai c'est pas un souci, parce qu'en réalité, moi je vais dans le plaisir de la lecture, et je lis les traductions, par exemple, de Zweig, dans celles qui sont, selon les spécialistes de Zweig, pas les meilleures, mais qui sont d'Alzire Ella, qui était un imprimeur français, qui a rencontré Zweig après la guerre de 14-18, dès 1920, et qui s'est mis à traduire, il était imprimeur, qui s'est mis à traduire Zweig. Et ce qu'on a connu, enfin nous les vieux, 24 ans la vie d'une femme, etc., en français en tout cas, c'est sa traduction à lui. Et je trouve, pour avoir lu beaucoup d'autres traductions, et que c'est peut-être celle de Lefebvre, qui est un très bon traducteur aussi, je trouve qu'on a perdu, et je trouve que ces traductions-là ont presque, pour le coup, sans doute embelli la langue de Zweig. Mais on les lit avec un tel plaisir, on découvre Zweig avec un tel plaisir que par rapport moi je me méfie toujours des nouvelles traductions, parce que le traducteur a parfois une intention derrière, de moderniser, c'est un vrai débat en fait, de spécialistes, qui a pas. Mais et pour Kafka c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous lisez, pour un travail comme celui-là évidemment il faut dire beaucoup de traductions, il y en a qui servent moins le livre. Vialat, qui était le premier traducteur, je trouve l'a servi magnifiquement, même si la traduction n'est pas exacte, mais un traducteur c'est l'auteur du pièce, l'auteur du roman aussi à un moment. C'est-à-dire qu'il faut lui faire confiance, et il faut se laisser abandonner sans chercher. En réalité, même au-delà de ça, un romancier, si je vais au fond des choses, il traduit sa pensée, et en réalité il n'y a rien de figé dans le roman. C'est-à-dire que ce roman de 350 pages, quand je l'ai donné à Antoine Gallimard, il en faisait 550. Il avait été accepté, comme tous mes romans d'ailleurs, en fait. Enfin, comme tout. Il a été accepté, enfin, il devait être publié comme ça, mais j'ai dit à mes éditeurs, ah mais non, là c'est que le début, ils ont été surpris. Et donc, comme pour tous mes romans, alors celui-là il est un peu plus volumineux que les autres, je coupe. Et donc ces 550 pages sont devenues 350, ils étaient effarés chez Gallimard. Sont devenus 350 sans enlever un seul chapitre. Alors, c'est peut-être ce qui donne ce sentiment de fluidité qui n'est pas du tout natif dans ma langue en tout cas, et qui nécessite, alors je tiens ça peut-être du travail sur Zweig, un travail gigantesque sur le style et sur la fluidité et sur la simplicité qui est pour moi l'essentiel. J'aimerais qu'on parle un peu plus de vous. Les gens vont partir. Hein. Non, donc vous étiez médecin. Comment la littérature, si j'ai bien compris, était déjà dans votre vie depuis très longtemps. Comment avez-vous écrit votre premier livre? Comment avez-vous eu envie? Comment c'est arrivé? Alors c'est arrivé, en réalité je pense que pour tous les auteurs que vous recevez, seul importe finalement cette espèce de coming out de quand on dit à ses proches qu'on est écrivain. C'est du même ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je ne me suis pas connu écrivain, même si, ça a commencé à l'âge de 14, non alors, si on veut vraiment parler de moi, à l'âge de 11 ans, je crois en 6e ou 5e, je faisais passer des poèmes dans la classe pour qu'ils soient notés. Et le fait est, c'est que ma mère, qui a tout conservé, a gardé ses cahiers de poèmes. Ils étaient notés. Le pire, c'est qu'ils n'étaient pas très bien notés. D'ailleurs, et donc, moi, je me suis toujours connu écrivain,
enfin, si tant est qu'on puisse se connaître. Après, j'ai écrit d'autres poèmes plus exaltés, des poèmes d'amour. On écrit beaucoup, c'était pour séduire les jeunes filles, j'écrivais des poèmes, ça ne marchait pas. Et ensuite j'ai écrit des tracts de l'époque pour les jeunesses socialistes, c'était du même ordre. Puis pour les jeunesses sionistes, c'était du même ordre, c'était toujours un peu exalté, toujours un peu enlevé, pas très concret. Et ensuite sont arrivées les études de médecine. Là, il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui est arrivé qui n'était pas totalement dans la logique. Il fallait un métier. En fait, moi, je pensais que je serais... D'ailleurs, ça paraît un peu fou. Je pensais que je serais écrivain. Ce qui est absurde. J'étais en terminale à Nice. Et donc, je me disais, il fallait un métier. Alors, autant prendre un beau métier qui satisfasse tout le monde. Mon père, notamment, ma mère. Tout le monde a vécu ça. Hein. Mais alors, ce qui avait d'étonnant, c'est que dès ma première année de médecine, j'ai écrit. Non seulement j'écrivais tous les jours, mais je recopiais tous les jours une page de Proust et une page de Flaubert. En fait, j'avais pas de... Donc j'allais jamais en cours. J'ai jamais en cours, en fait. J'ai du mal à... J'arrive pas avec les cours. Et donc, avant de me mettre au bouquin... Et pendant toutes mes études de médecine, j'ai recopié, je me disais, j'ai pas de prof, là, ça me manque, je pouvais pas aller en fac de lettres. Je me disais, il y a un manque, là, comment je vais faire? Et donc je recopiais des pages de Proust et de Flaubert. Et puis ensuite je me mettais à l'apprentissage de la médecine. Et puis j'ai écrit mes premiers romans. Alors, tous les ans j'envoyais un roman depuis Nice, avec une malle de manuscrits à la poste. À l'époque c'était à la poste, je les envoyais dans les maisons d'édition. Elles me revenaient, parce qu'à l'époque on les renvoyait avec une note des éditeurs, qui était toujours négative. Alors après il est arrivé, enfin, pour le faire bref, je cherchais un écrivain à Nice. Et je savais qu'il y avait Jean-Marie Leclésio qui habitait Nice. Et donc pour la faire très courte, parce que c'est un épisode très drôle aussi, j'ai trouvé Jean-Marie Leclésio en le cherchant, alors que je n'avais que son nom. On m'avait dit il habite près du port de Nice. Et je vais chercher, je regarde les noms sur les boîtes aux lettres, je ne le trouve pas. Je fais tout. Le port de Nice, c'est quand même un grand port, c'est le port de Marseille, c'est quand même assez grand. Et puis je me dis, bon, c'est perdu, ma carrière littéraire est terminée. Je remonte. Alors, note qui m'a toujours fait rire, c'est que je suis devant un immeuble et je regarde, et il y a une dame qui est beaucoup plus âgée que moi j'avais 23 ans, 24 ans, 25 ans, qui me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je cherche Jean-Marie Leclésio. Elle me dit, je suis l'ex-femme de Nino Ferrer. Ça m'a toujours tellement fait rire de chercher Leclésio pour rencontrer la femme de Nino Ferrer. Et à l'époque, elle me dit, est-ce que vous voulez boire? J'étais très beau garçon à l'époque. Elle me dit, est-ce que vous voulez boire un thé? Je dis oui, j'ai jamais bu de thé. Je monte chez elle dans l'espoir d'avoir la piste de Jean-Marie Leclésio. On prend ce thé. Et c'est un très bel appartement avec vue sur la mer. Et elle me dit, mais je crois l'avoir vu quand même promenant son chien, chercher un peu par là. Je redescends, ayant perdu un peu de temps dans ma quête de la réussite littéraire. Et, chose totalement incroyable, je monte, une montée qui s'appelle la montée Saint-Aignan à Nice. Je regarde autour de moi et je me dis, c'est perdu, j'y arriverai jamais. Il y a plein de villages, je me dis, pas faire tout le Mont-Boron, c'est quand même très grand le Mont-Boron. Et là, je vois arriver une voiture, une espèce de break Volvo rouge, tout cabossé, qui se garde devant moi, et Jean-Marie Leclésio en sort. Un géant blond sort de là, comme ça. Et c'est là où, à 25 ans, on fait un peu n'importe quoi, je fonce vers lui, et je lui dis cette phrase dont il se souvient encore aujourd'hui, qui est Jean-Marie Leclésio, bonjour, Laurent Sexic, j'écris. Alors, Jean-Marie Leclésio, c'est pas le type à vous mettre la main sur le... C'est pas Marie Calter, dans tous les sens du terme. Mais, il était un peu surpris quand même. Il m'a dit, postez-moi votre manuscrit, mettez-le moi dans ma boîte aux lettres. Le lendemain matin, avant d'aller à l'hôpital, je glisse mon manuscrit, espérant qu'il ne pleuve pas. Et je glisse mon manuscrit, et là, chose absolument... donc j'attends des jours et des jours, paraissent très très longs. Et chose... 2 mois plus tard, je reçois une lettre que j'ai encore. Alors, l'écriture, le timbre était à l'envers. L'écriture bleue... et là je lis, parce que cher monsieur, j'ai lu votre manuscrit en entier,
Alors, ce qui m'a toujours surpris sur mon entier, c'est est-ce qu'on lit des manuscrits à moitié, peut-être. Et il me dit cette phrase qui m'a toujours troublé, qui a d'autres raisons. Il me dit, vous me faites penser à Céline. Et c'était tellement troublant, vous me faites penser à Céline, et il écrit pourquoi, dans le roman qu'il n'a jamais... Je communique ce roman chez Gallimard, mais quoi qu'il advienne, il faut continuer à écrire. Ah, c'est lui qui le communique? Oui. Un mois après, je reçois une lettre de Gallimard, monsieur Le Clésio nous a communiqué, il n'est pas accepté. Fort heureusement d'ailleurs, parce que je ne sais pas où Le Clésio a vu du Céline en moi, mais enfin, ce qui est drôle, c'est que 20 ans plus tard, j'ai revu Jean-Marie Le Clésio chez Gallimard. Il était devenu prix Nobel. Et il avait lu mes bouquins. Et il m'avait dit, alors c'est un peu présomptueux de dire, mais il m'avait dit, vous êtes devenu celui que je pense qu'il devait devenir. Et là j'ai eu la surprise de paraître chez Gallimard en même temps que lui. C'était lui qui appelle d'ailleurs, je ne sais pas. Il est très fort, ils sont très forts ces écrivains. Et donc voilà, il y a eu quelque chose. Et il y a eu autre chose avec Céline, dont et Gallimard plus récemment, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, donc voilà, donc, il y a eu ces encouragements de Le Clésio. Après, comme tous les écrivains, moi je peinais parce que du coup il fallait quand même être médecin, il fallait être spécialiste, il fallait faire plein de choses à côté de ça. Donc il fallait vivre un peu aussi. Donc je continuais à écrire un roman tous les 2 ans. Et finalement, j'ai signé, enfin voilà, j'ai plus 32-33 ans, pas très jeune auteur, pour un roman. Et quand je vous disais que le roman finalement n'a pas grande importance, c'est-à-dire j'ai signé pour un premier roman. Et au moment de signer, j'ai dit à mon éditeur, Jean-François Colosimo, quelqu'un de très estimable, je lui ai dit mais c'est pas ce roman que j'ai envie de publier. Je viens de découvrir une histoire que je suis en train de raconter, j'ai 50 pages. C'est l'histoire d'un gamin qui lit dans les pensées des autres et qui rencontre Stefan Zweig et Albert Einstein. Et ça a été mon premier roman, Les mauvaises pensées. Voilà pour l'histoire. Stefan Zweig, Albert Einstein, c'est des personnages qui reviennent beaucoup dans vos romans. Vous nous parliez de vos influences. En l'occurrence, vous avez dédié votre thèse à 4 auteurs. Vous avez d'autres influences qui ont été marquantes pour vous dans la littérature? Bon, en réalité, alors on va pas trop tarder non plus, parce que sinon les gens vont s'endormir un peu. Mais en fait, j'aime découvrir de nouveaux auteurs. Je ne suis pas un grand lecteur d'auteurs contemporains, mais finalement, Pérec, je ne sais pas si les écrivains sont des... Pour moi, c'est un matériau de travail en réalité. Ça reste Flaubert, ça reste Proust, ça reste les classiques, ça reste Zweig. On apprend beaucoup en lisant Zweig sur la concision nécessaire à l'écriture. Et puis des découvertes, ça reste évidemment Philippe Roth, sur le père. Mais là, c'est comme tout le monde ici, on a des affinités lectives. Et puis des découvertes, David Fogel, j'ai découvert je l'avais lu il y a 20 ans, j'avais lu Avec vue sur mer, un de ses premiers livres. Puis là, je relis en ce moment. Donc, je continue à travailler, en fait, à recopier chaque jour avant de me mettre au travail. Je me dis que j'y arriverai pas à reprendre le roman de la veille. Et donc, c'est toujours le même scénario absurde. J'ai besoin de lire de recopier pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, un passage du Rivage des Syrtes ou des poèmes de Baudelaire pour rentrer dans le monde de l'écriture, qui n'est pas le même que le monde réel en réalité. Heureusement, en médecine, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de réviser toute la médecine avant d'interpréter un squelette. Il y a une sorte de transition entre vos 2 mondes. Oui, parce que c'est quand même assez étonnant, et pour moi, ça reste, là, quelque part, un écrivain, ça écrit, c'est-à-dire que quand ça présente son bouquin, c'est plus un... Moi, je suis plus un écrivain, je suis beaucoup plus drôle, j'espère là, dans mes livres, je suis pas très drôle, il faut l'admettre, les amis Joe Zweig, c'est pas bidonnant, mais je suis différent quand je suis écrivain. Donc il y a une espèce de fond mélancolique qui est sans doute plus adapté à la littérature qu'à la médecine, et qui est sans doute le point commun de tous les écrivains. Parce qu'il y a au fond une sorte d'insatisfaction, une insatisfaction au monde, c'est-à-dire que le monde n'est pas... C'est un peu absurde de passer des années tout seul dans un... Alors heureusement qu'on se sort de là. Moi, le théâtre m'a sorti de là aussi, de monter des pièces, des rencontres avec des acteurs qui ont pu... avec Michel Bouquet, qui était une expérience extraordinaire, à la mesure de Le Clésio, pour le théâtre.
Donc il y a ces rencontres-là, mais sinon la vie d'un écrivain, c'est sinistre. Pour aller au bureau, on mettrait des pantoufles pour aller dans le salon. Moi j'ai jamais eu de bureau, mais j'ai sur la table de la cuisine, et j'ai besoin toujours de mes bouquins là, donc c'est pas très drôle. La vie de médecin est beaucoup plus drôle, mais enfin, en tout cas pour l'entourage. Mais donc, l'écriture en soi est un travail permanent qui permet d'espérer de faire mieux au prochain livre, avec la joie de pouvoir savoir ce qu'on a fait avec vos lectures et avec la lecture, donc d'avoir des points fixes, de savoir si on progresse ou pas, dans l'idée complètement absurde d'écrire enfin son grand roman à venir. En tout cas, c'est très clair. C'est très clair. En tout cas, j'ai lu beaucoup de vos livres, mais je tiens à dire que celui-là m'a particulièrement touchée. C'est un livre magnifique, bouleversant. On apprend beaucoup, mais on est énormément touchés. Avant de conclure, peut-être si on a des questions dans le public. Oui, j'arrive tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis contente de vous voir parce que je vous ai lu évidemment. Donc j'ai lu le livre sur Zweig, le livre également sur Einstein. J'ai adoré les deux, vraiment. Et je voulais vous dire une chose. Pour moi, c'était des monstres sacrés. Pour moi, Zweig, c'était vraiment une écriture exceptionnelle, un homme exceptionnel. Même chose pour Einstein. Et quand je vous ai lu, franchement, vous m'avez influencé de manière extraordinaire. J'ai vu des hommes, mais des hommes plein de défauts. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous recherchez dans ces êtres exceptionnels, est-ce que vous recherchez vraiment l'homme le plus classique du monde, avec un père qui n'est pas capable de faire face à son fils, un homme que je croyais extraordinaire, et en vous lisant, j'ai eu l'impression que c'est lui qui a amené sa femme à la mort. Donc si vous voulez, tout ça, ça m'a influencé par rapport au personnage. Je ne les vois plus du tout de la même manière. Bon, merci pour votre lecture et votre intervention. En réalité, à la base, moi je les vois comme des hommes. C'est-à-dire que je ne les vois pas comme des monstres sacrés. C'est peut-être un peu iconoclaste. Et par ailleurs, il n'y a pas une volonté iconoclaste. C'est-à-dire, je ne me dis pas, je vais démolir. Pas du tout, je ne me dis pas, je vais démolir la figure d'Einstein. En fait, j'écris pour répondre à des questions personnelles. C'est-à-dire, pourquoi Zweig s'est suicidé? En fait, je n'avais pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a la réponse dans mon roman, parce que je ne sais même pas d'expliquer. J'essaye de relater et de comprendre en écrivant cette histoire. Et donc, de la même façon, j'avais écrit une biographie d'Einstein chez Gallimard, justement, chez Folio Gallimard. Et il y avait 2 lignes sur le fils d'Einstein. 2 lignes dans les plus grandes biographies, notamment celle de Walter Isaacson, où il était écrit Einstein avait un fils. Ce fils était schizophrène. Il a été interné en 1933 à l'hôpital Burgosli. Einstein ne l'a plus jamais revu. C'était 2 lignes dans cette biographie. Et en fait, quand je vous parlais de résonance, moi j'avais commencé mon internat par la psychiatrie. Je voulais être interne en psychiatrie au départ. Et la voix des schizophrènes, je l'avais entendue, elle m'avait bouleversé. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été psychiatre. C'est-à-dire que c'était trop dur pour moi. Et donc cette conjonction ça part à chaque fois de cela en fait. Cette conjonction de ces 2 lignes dans une biographie et cette voix des schizophrènes, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et donc j'ai écrit leur histoire en travaillant énormément. C'est-à-dire que tout est scrupuleusement étudié. Et donc d'essayer d'éclairer avant tout pour moi, et porté par une émotion, notamment sur Einstein, excusez-moi, cette photographie que j'ai découverte en écrivant le livre, qui est la couverture du livre, je peux l'avoir vu tout à l'heure, qui est Einstein à côté de son fils, comme je ne l'avais jamais vu, et comme je crois on ne l'a jamais vu, c'est-à-dire bouleversé d'émotion et de tristesse. On a l'habitude de Einstein souriant, tirant la langue, mais là il était bouleversé de tristesse à côté de son fils. Et j'ai essayé de comprendre cette photographie en réalité. Et ce que j'ai vu beaucoup plus tard dans l'écriture du roman, chaque roman de ces 3 ou 4 ans de travail, c'est une aventure en soi. Je ne sais pas que ça, mais c'est une aventure qui doit... quand j'ai trouvé que Klopstock avait rencontré Zweig,
c'est totalement absurde, mais pour moi ça voulait dire quelque chose. Et je trouvais ça dans les correspondances de Klaus Mann à Zweig, où il disait « Je donne à Robert Klopstock ma lettre qui était adressée quand Zweig était à Londres ». Alors c'est une parenthèse. Là, cette photographie-là, je l'ai découvert en écrivant le Einstein. Il y avait une espèce de canne entre les deux. Je me disais, bon, il est venu avec une canne, ce qui est bizarre, il avait 50 ans Einstein, même s'il paraît beaucoup plus vieux sur cette photo. Et j'ai découvert après, grâce à des témoignages en Suisse, qu'en réalité, en regardant bien, c'était l'archet d'un violon. Et on sait qu'Einstein joue du violon. Il a une photographie magnifique où il joue du violon à la synagogue de Berlin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la brosse de Kafka en fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que Einstein, allant voir son fils à l'hôpital Burgosli, son fils fou et schizophrène, a amené son violon. Et alors, ça fait, en réalité, c'est une émotion telle que ça porte un livre. Ça le termine, ça le construit. Après, il y a 3 ans de travail qui sont un travail quotidien, 8 heures, 10 heures par jour, tous les jours, week-end compris, parce que moi c'est ce qui me passionne, sur la langue, sur le style, sur les mots, sur la poésie de la langue, la musicalité de la langue, le rythme de la langue. Mais cette histoire-là, moi je raconte avant tout des histoires, cette histoire-là est sur les rapports père-fils, comment cet homme qui pense que c'est la dernière fois, qui fuit en plus le nazisme, son fils entre à l'asile et lui il part en exil. Donc c'est quelque chose de... personne ne vit ça. D'ailleurs. En ce sens-là, pour moi, ils sont sacrés parce qu'ils ils vivent ce que tout le monde vit, mais avec une intelligence que personne n'a. Et donc, moi, c'est ça qui m'émeut, c'est que ce sont des... Et après, moi, je savais, de mon expérience de médecin, que les pères fuyaient, n'étaient pas capables d'assumer la folie de leur enfant. Les mères assumaient, les pères n'assumaient pas. Et donc tout cela fait que, gorgé d'émotions et d'empathie, comme tout le monde peut l'être d'ailleurs, j'écris un roman avec un travail qui n'a pas de cesse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pose la question. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour ce que vous dites, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment, c'est super. Mais je voulais vous poser une question, pourquoi Kafka, à la fin de sa vie, n'a pas donné cette lettre à son père directement? Pourquoi il a dû passer par... Il avait peur, il avait une appréhension, il savait qu'il allait la déchirer, je sais pas. Je pense, merci pour votre remarque, mais oui, c'est une vraie question. Il était terrorisé. Et quand vous lisez la lettre, moi j'en ai des extraits dans le roman, parce que la lettre c'est une scène en soi. Là je suis en train de décrire l'adaptation pour le théâtre, c'est une scène en soi proprement incroyable. Et la lettre est très rude à lire aussi pour le père. C'est unique d'ailleurs en soi, comme œuvre littéraire, parce qu'elle est remarquablement écrite, elle est pleine d'émotions, mais elle est extrêmement dure. C'est-à-dire que c'est la mise en accusation d'un père par son fils, qui lui dit peut-être, encore une fois, on prend souvent le camp de Franz Kafka, mais si on se place, si on prend un peu de distance, on voit que c'est un règlement de compte, qui est un peu facile aussi, c'est-à-dire qui est gorgé de vérité, mais qui est sans doute un peu facile. Il ne l'a pas remise parce que la lettre déjà explique qu'il est terrorisé. Donc il fallait un intermédiaire, et la lettre, ça n'aurait rien changé dans leur rapport, parce que le père est au-delà, le père n'est pas dans la littérature, le père n'est pas dans les mots, c'est un père du 19e siècle. Il l'aurait peut-être lu aussi. Non, il l'aurait lu, mais je pense que ça n'aurait rien changé parce qu'il n'aurait pas compris. Ah ouais. Il n'aurait pas compris cette lettre. Il n'était pas dans la culpabilité, le père. Il n'était pas dans la culpabilité du tout. On pourrait imaginer une scène où le père la lit finalement. Alors peut-être, mais pas dans cette pièce-là. Parce qu'elle veut coller quand même à la vérité. C'est pas une accusation. Ouais, Merci. J'en prie. Juste une petite anecdote. Des cousines de mon père ont quitté l'Europe, la Hongrie, pour aller en Australie grâce à un visa
qui était garanti par la signature de Einstein, qui ne le connaissait pas, et il a signé plein de visas comme ça sans connaître les gens. Ah non, non, mais c'est absolument. Non, mais pour moi, Einstein est un. Zweig et Einstein, pour moi, sont deux facettes du destin juif. C'est-à-dire, ce ne sont sans doute pas les seuls, mais en tout cas, peut-être plus que Gary et plus que Kafka, c'est-à-dire que où mène le non-engagement et où conduit l'engagement. Le non-engagement peut conduire au suicide, c'est-à-dire le retrait total de la vie. Mais simplement, je ne suis pas dans le jugement de ce suicide. Je dis jamais, comme j'ai entendu et comme j'entends encore aujourd'hui, Zweig est un lâche, c'est pas un lâche. Simplement, on ne demande pas à un écrivain ce qu'on demande à un physicien. Einstein est un héros juif, c'est sûr. Simplement, lui qui a su affronter tout, il y a quand même quelque chose où on peut s'interroger sur finalement les limites du courage. C'est-à-dire que sa limite, c'était pas de risquer sa vie, c'était pas de lutter face au macartisme, face au nazisme, c'était de voir son fils en plein délire, et moi je comprends complètement cela. Ça c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, ni pour Zweig ni pour Einstein. Mais c'est où mène l'engagement. Einstein a été un engagé de tous les combats. Il n'a pas voulu prendre celui de la présidence d'État d'Israël. Il avait des choses à dire qui ne seraient pas audibles aujourd'hui. Si vous lisez les textes d'Einstein en 1920, il avait appréhendé la question du rapport aux Palestiniens déjà à l'époque. Il y a des lettres extrêmement troublantes qu'on a. Donc c'est un héros juif dans toute sa dimension, et c'est un héros universaliste parce qu'il se place au-dessus de bien des choses, et donc simplement, moi je cherche pas la faille, hein, simplement je voulais essayer de comprendre cette aventure poignante. Je fais monsieur. Bonjour. Vous faites dire à Kafka dans votre livre, moi je ne me suis pas racheté par l'écriture, j'ai passé ma vie à mourir. Alors d'abord, est-ce que Kafka a réellement dit cette phrase? De quoi se rachetait-il? Et y a-t-il un rapport avec le fait qu'il voulait, que dans son testament, il voulait que ces livres soient brûlés? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que ça ramène à la structure de ce roman. Et en effet, tout ce qui a été... je me voyais mal inventant des propos de Kafka. Zweig, dans les derniers jours de Zweig, est extrêmement silencieux. Et donc, tous les propos de Kafka, tous les dialogues de Kafka, de ce livre, il y en a un certain nombre, toutes les conversations avec Klopstock, avec sa sœur, sont issues de ces correspondances, ont été écrites par Kafka lui-même. C'est-à-dire que tous les mots de Kafka, dont cette phrase-là, viennent de Kafka. Tout le reste est de moi, hein, je n'ai pas de... Mais et c'était un travail gigantesque, parce qu'il a fallu prendre dans les milliers de pages des correspondances 3 phrases ici, 2 phrases ici, pour donner une cohérence au roman, et que en réalité, alors c'est très ambitieux, mais c'est sans doute un peu vain, pour qu'il y ait un peu de l'âme de Kafka à travers ses propos, et pour ne pas le trahir, j'aurais pas pu lui dire je vais ouvrir un restaurant à Tel Aviv, il l'a jamais dit, il a écrit d'une certaine manière, etc. Mais donc ces propos-là, ce sont des mots de Kafka. Se racheter, c'est évidemment, sans doute, en tout cas, de la culpabilité qui pesait sur lui, culpabilité de fils juif, on l'a dit, culpabilité de fiancé impossible, c'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à se fiancer, que c'était sur la fin de sa vie, d'agent d'assurance soumis, de fils soumis, donc de juifs dans un monde antisémite, de types qui ne supportaient pas la communauté dans son ensemble. Je ne parle pas de la communauté juive, mais qui se sentaient très mal à la synagogue, qui ne peut pas appartenir à un groupe, qui a une forme de solitude, qui est la condition de sa création. Donc tout ce qui l'oppose au fait d'être écrivain, il le dit d'ailleurs un peu plus loin, je n'aime pas sortir, je n'aime pas parler littérature, je n'aime même de littérature, je n'aime pas discourir. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'écrire. Comme tous les écrivains d'ailleurs. Mais lui, c'est vraiment l'écrivain absolu. Donc ce propos-là, en fait, se racheter, il y a une faute qui pesait sur lui, qu'il sentait peser sur lui, qui est à la base évidemment de sa culpabilité, qui nous touche à tous aussi, mais qui chez lui a donné une œuvre. Et quand il dit j'ai passé ma vie à mourir, c'est j'ai passé ma vie à écrire aussi.
Et c'est ça le paradoxe de l'écriture chez lui, mais un peu chez tous les auteurs, c'est qu'écrire empêche de vivre, dans la mesure où elle vous retire du monde, et se retirer du monde est la nécessité pour décrire le monde. Donc cette espèce de paradoxe où si vous vous laissez happer par la littérature, vous vous coupez du monde et vous ne vivez plus, et quelque part vous perdez vos racines d'écrivain parce que vous ne savez plus où en est le monde, et donc vous vous perdez en tant qu'écrivain, mais si vous n'êtes pas rattrapé par la solitude de l'écriture, vous n'écrivez pas, ou vous écrivez mal. Et donc, non mais c'est une vraie problématique en réalité, parce que c'est un vrai fil qu'il faut tenir, donc il ne faut pas, si toutes les semaines vous allez dans des réunions et c'est beaucoup plus agréable de parler et d'être lu que de rester seul chez soi, mais vous n'écrivez plus rien, vous écrivez des choses médiocres. Donc il y a vraiment il faut essayer de marcher sur cette ligne-là, et chacun se débrouille avec, il n'y a pas de solution. Vous avez une autre question? Oui, c'est ça, oui, complètement. C'est ça, mais oui, c'est ça. Exactement, oui, complètement. Alors, il y a sans doute, évidemment, chez Kafka, comme chez Zweig, comme chez Romain Gary, aujourd'hui, j'avais parlé au psychiatre qui avait suivi Gary, sur la fin de ses jours, en fait, Gary avait arrêté ses antidépresseurs quelques semaines avant de donner la mort. Et donc, il y a évidemment, quand on lit comment Gary écrivait, comment Kafka écrivait aussi, et comment Zweig écrivait aussi, sans doute une forme limite de ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychose maniaco-dépressive, en tout cas, il y a quelque chose de cela. Alors, c'est pas... mais Zweig est un grand dépressif, c'est vrai. Lorsqu'on le regarde écrire, c'est un grand exalté aussi. Donc il y a cette bipolarité, on dirait aujourd'hui. Alors maintenant, c'est un peu facile mais c'est vrai que quand vous lisez encore plus Gary et encore plus Ajar dans l'angoisse du roi Salomon, qui est traduit, je crois, il y a une forme il y a la langue des bipolaires, la langue un peu exaltée, il y a ce délire aussi dans certains de ses livres sur la fin. Ce signe Ajar, curieusement, parce que ce signe Gary, comme Claire de Femme, sont extrêmement structurés. Mais il écrivait les deux en même temps. Donc, j'avais une petite question. Est-ce oui, que vous pensez quelles sont les 4 nouvelles que Kafka ne voulait pas qu'on brûle? Et si oui, de quoi parle-t-il? Alors, elles sont dans le livre. Non, mais donc vous le pouvez non, mais c'est très technique. Donc, évidemment, on les connaît. C'est 5 récits. Il y a le verdict, la métamorphose, de mémoire, et peu importe donc, c'est celle qui est considérée comme les mieux abouties stylistiquement. Pas mes lunettes, mais... Non, c'est bon, non, mais... Ah ben voilà, j'arrive à le lire. Facilement, même. Parce que j'ai des très longs bras. Le verdict, le soutier, la métamorphose, la colonie pénitentiaire qui est exceptionnelle, qui est tragique, enfin qui est très morbide, pour le coup. Médecin de campagne, et alors un artiste de la fin qui est exceptionnel, qui est pour moi l'une des plus belles. Donc oui, dans son testament, les lettres de son testament sont d'ailleurs, on peut les consulter. Une autre question, je crois. Vous avez posé la question. Juste une question sur vous. Je vais prendre un livre pour savoir si c'est la réponse. Non, je voudrais juste savoir si vous avez vous-même été le Jean-Marie Leclésio de quelqu'un d'autre, d'un autre auteur qui a eu besoin d'un coup de pouce. Ah oui, alors ça c'est intéressant ça. Alors, l'avenir le dira. Non, une chose dont je suis fier, c'est... moi je vais peut-être plus de temps, alors il vivait à Nice, c'est plus commode, je me cherche des excuses. Parfois j'encourage des jeunes... Et on prend un sévère coup de vieux d'ailleurs quand on reçoit des manuscrits. Mais j'essaie d'encourager, oui. Mais surtout, je donne des ateliers d'écriture aux éditions Gallimard. Il y a des ateliers d'écrivains où on a... Je ne suis pas sûr qu'on apprenne à écrire, mais en tout cas, c'est censé développer des choses chez des gens qui viennent écouter, des écrivains qui racontent autant leur expérience que leur technique. J'ai été surpris, donc c'est 3 heures tous les 15 jours, et il y avait une psychanalyste qui essayait
il devait avoir la soixantaine, qui essayait d'écrire depuis des années, des dizaines d'années je crois, et qui un jour est arrivé à la 3e séance, ou à la 4e, à l'avant-dernière séance, en disant devant tout le monde, ben, j'ai réussi à commencer à écrire. Donc quelque chose, alors, sans doute ça devait relever ça avait débloqué quelque chose, donc c'était un moment d'émotion dans l'atelier d'écriture, parce que quelque chose s'était passé, quoi. Je peux répondre aussi à ça. À la librairie Lamartine, j'ai eu 2 clientes qui m'ont demandé ton adresse parce qu'elles voulaient t'écrire pour écrire comme toi. J'avais ton adresse, mais je ne t'aurais pas donné, mais j'ai eu 2 clients cette année. Et moi j'ai une question, j'ai une question sur l'hébreu de Kafka. C'est Jerry Langat qui lui a appris l'hébreu. Non, c'est une professeure d'hébreu. Alors après, il y en a peut-être plusieurs, en tout cas, c'est une... Oui. Alors, elle s'appelait Tsipora, là j'ai pas, son nom m'échappe parce que c'est sa professeure d'hébreu à Berlin, c'était pas lui, c'était... Ah ouais, alors, oui, oui, bien sûr, oui. Il en a eu sans doute, alors, mais malgré tout la plus importante, c'est à Berlin qu'il a, enfin, peut-être qu'il a pris les rudiments et sans doute, mais elle s'appelait Tsipora, j'ai plus son nom en fait. Et il en parle très souvent en fait, lui-même quelqu'un. Parce que Langer était un sioniste. Oui, oui. Il a fini sa vie ici. Donc est-ce que le fait de vouloir monter un restaurant à Tel Aviv, ça n'a pas aussi été l'influence de Jerry Langer? J'y crois pas. Non, je crois plutôt que c'était, d'abord, c'était une espèce... Je ne suis pas sûr qu'il était le modèle de l'homme nouveau, et qu'il serait lui-même senti le modèle de l'homme nouveau, du sionisme de l'époque. Je ne suis pas sûr. C'était en fait un sionisme. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas y aller vu son état de santé. Et donc c'était quelque chose comme l'écriture en réalité. C'est une forme de terre promise. Comme l'écriture était pour lui une terre promise. Donc je ne suis pas certain qu'il aurait pu accomplir comme beaucoup de juifs pragois d'ailleurs, bien entendu, hein, puisque sa sœur y pensait. Donc je ne dis pas qu'il n'a pas appris les mots à Kafka, simplement dans les correspondances il parle beaucoup de cette Tsipora dont j'ai oublié le nom. On va passer à une dernière question. Je suis désolée du monsieur. Une avant-dernière et après... Ah pardon, c'était pas vous. Dans votre exposé tout à l'heure, vous êtes posé la question pourquoi s'est-il suicidé en parlant de Zweig. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. En tous les cas, il faut savoir se rappeler que Zweig faisait partie du club de ce qu'on appelait les humanistes, avec Romain Rolland, etc. Je pense que s'il a décidé de se suicider, c'est au regard de la situation désastreuse et tragique durant la Deuxième Guerre mondiale, il a estimé ne plus avoir d'espoir dans la vie de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il a décidé de se suicider. Non, mais ça fait sans doute. Vous avez raison, évidemment. C'est une des composantes, évidemment. Et de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas. Moi, j'ai essayé dans le bouquin de raconter entièrement, à partir des témoignages, etc., ces 6 derniers mois qui l'ont conduit à ce geste-là. Évidemment, il y a celui-ci, il avait tout perdu, on avait brûlé ses livres, sa famille était. Il appréhendait ce qui pouvait se passer, ne sachant pas exactement. Puisque en février 42, mais connaissant et ayant écrit sur l'Allemagne d'ailleurs, on sait il appréhendait la catastrophe malgré tout, et donc il y a cela, il y a sa propre mélancolie, il y a sa solitude, il y a le choix de la solitude, il y a cette espèce de romantisme un peu agaçant dans laquelle il baignait aussi, et qui fait qu'il a disparu avec sa femme, comme Kleist, qui était son modèle. Donc il y a des raisons, il y a tout moi je ne cherche pas à expliquer, c'est comme pour Gary, on peut dire c'est sa femme, etc. Un an après sa femme, il dit d'ailleurs lui-même dans une espèce de déni, Romain Gary décrit « Ne pensez pas que ce soit à cause de mon épouse ». Évidemment, il y a un déni là, psychanalytique, mais il y a tout un faisceau de raisons, dont évidemment celui-ci. On a tous encore de nombreuses questions. Moi, la première, on va devoir s'arrêter là. Merci infiniment. Et encore une fois, merci beaucoup. On vous signera vos livres si vous le souhaitez. Bonne journée à tous.